En regardant sous le café le jardin secret, Raphaël remarque soudain un garçon noir caché sous l'arche à côté d'une vieille cabine téléphonique. Le garçon ne demandait pas d'argent et ne tenait pas de pancarte d'urgence. Il était simplement assis, regardant dans le vide, les deux mains serrant un sac à dos usé. Raphaël fronça les sourcils en réalisant que ce garçon était là depuis 3 jours consécutifs, toujours au même endroit et dans la même position. Ce qui le frappa encore plus, c'est que le garçon ne demandait jamais quoi que ce soit à qui que ce soit. Raphaël sortit quelques pièces de son portefeuille et s'arrêta dans un magasin voisin pour acheter une bouteille d'eau et un sandwich. Il s'approcha prudemment, ne voulant pas effrayer l'enfant. « Petit, il fait presque nuit. Tu veux manger quelque chose ?» demanda-t-il en offrant le sandwich et l'eau. « Il fait encore chaud », ajouta-t-il doucement. Le garçon releva la tête. Ses yeux, sombres et profonds, rencontrèrent le visage ridé mais gentil de Raphaël. Mais avec une fermeté surprenante, le garçon répondit « Je n'accepterai rien de quelqu'un comme toi. » Raphaël resta immobile, confus par la réponse. « Quelqu'un comme vous » répéta-t-il, sa voix douce et remplie de surprise. Le garçon ne répondit pas, reportant plutôt son regard vers le vide lointain. Un homme en uniforme s'est approché. C'était Thomas, le gardien des lieux. Il fronça les sourcils, jetant un coup d'œil au garçon puis à Raphaël. « Ne vous inquiétez pas, monsieur Raphaël, » dit Thomas. « Il est resté là toute la semaine. C'est un de ces enfants des rues. Il n'est pas très poli, mais il ne demande rien. » Raphaël murmura pensivement, « Il n'a pas besoin de demander. » Thomas renifla. De temps en temps, une organisation humanitaire distribue de la nourriture, et il en prend. Mais si quelqu'un s'approche de lui, il détourne la tête. Encore un ingrat. Raphaël se retourna vers le garçon. Les mots « je n'accepterai rien de quelqu'un comme toi » résonnaient dans son esprit. Bien qu'il ait été témoin de nombreuses souffrances au cours de sa vie, guerre, maladie, pauvreté, c'était la première fois qu'il se sentait rejeté, non pas à cause de sa richesse, mais à cause de son identité. « Quel est ton nom » demanda doucement Raphaël. Le garçon secoua la tête et resta silencieux. Thomas, les bras croisés, ajoute, il dit qu'il s'appelle Maurice, mais qui sait si c'est vrai. Il n'a pas de papier, pas de parents. Il reste là toute la journée comme une statue. Ses enfants le disent à la ville, en fait. Raphaël regarda Thomas sérieusement. Le garçon ne t'a rien fait. Pourquoi être si dur ? Thomas haussa les épaules et s'éloigna en marmonnant quelque chose d'inintelligible. Raphaël déposa le sandwich et la bouteille d'eau près de Maurice avant de s'éloigner lentement. Mais il avait à peine fait quelques pas qu'il entendit la voix du garçon, basse mais claire. « Ne me laisse pas tes affaires, » dit Maurice. Maman disait toujours, ne laisse pas quelque chose de sale toucher ton corps. Raphaël s'arrêta, redressant le dos, non par fierté, mais parce qu'une brûlante curiosité s'était éveillée en lui. Ce soir-là, dans sa maison en bois au bord de la rivière Tormay, Raphaël ne lisait pas le journal comme à son habitude. Au lieu de cela, il s'est assis en silence devant son vieil ordinateur portable, ouvrant les dossiers des associations caritatives auxquelles il avait fait des dons pendant près de 20 ans. Puis, il ouvre un nouvel onglet et cherche « Maurice et Salamanquais, enfants de la rue ». Il n'a trouvé aucun résultat. C'était comme si l'enfant n'existait dans aucun registre. Le lendemain matin, Raphaël s'est rendu dans les bureaux de la Fondation Espoir, une organisation non gouvernementale qu'il avait soutenue dans des programmes éducatifs destinés aux migrants. Dans une petite salle inondée de lumière, Anne Belen, la directrice du programme, l'a accueilli avec un sourire amical. « Cela fait longtemps que nous ne vous avons pas vu ici. Comment puis-je vous aider ?» Raphaël lui montre une photo floue qu'il avait prise secrètement de Maurice l'après-midi précédent. « J'aimerais en savoir plus sur cet enfant. Si vous pouvez m'aider à trouver des informations, n'importe quoi. » Anne fronça les sourcils. « Monsieur Raphaël, pourquoi cet enfant ?»« Parce qu'il m'a rejeté, » a répondu Raphaël. Anne laissa échapper un rire surpris. « Il vous a rejeté, monsieur Raphaël, le plus grand bienfaiteur de la ville ? Ce doit certainement être un enfant spécial. » Spécial dans le sens où je me suis rendu compte que je ne connaissais rien à la vraie vie, marmonne Raphaël. Anne secoua la tête. « Je vais demander à notre équipe juridique de faire des recherches, mais si l'enfant n'a pas de papiers officiels, cela prendra du temps. » Raphaël la remercie et s'en va. Dehors, le soleil de midi brillait brillamment, mais tout semblait enveloppé d'une épaisse brume. Ce soir-là,
Raphaël revient sur la place principale. Maurice était toujours là, exactement au même endroit que la veille. Cette fois, Raphaël n'a rien emporté avec lui. Il se tenait simplement à quelques mètres, observant en silence. « Tu es assis ici parce que ta mère te manque, n'est-ce pas » demanda-t-il doucement. Maurice ne répondit pas. Raphaël poursuit, « Moi aussi, j'ai perdu ma mère quand j'avais 14 ans. Elle est morte d'épuisement. Elle travaillait comme servante dans un manoir et personne ne l'a jamais enregistrée comme ouvrière. » Le silence planait entre eux. « Vous savez, » ajoute Raphaël, « les personnes âgées comme moi croient parfois que nous sommes bons parce que nous avons donné quelque chose. Mais parfois, ce que nous donnons vient de l'aveuglement, et peut-être aussi de l'indifférence à l'égard de la souffrance des entreprises que nous avons créées. » Cette fois, Maurice bougea légèrement. Il tourna lentement la tête vers Raphaël avec moins de froideur qu'auparavant. « De quoi parles-tu » demanda l'enfant. « Si votre mère travaillait sur un chantier, » dit Raphaël, « elle était peut-être employée dans l'une des entreprises que j'ai fondées. » Maurice plissa les yeux, méfiant une fois de plus, mais cette fois, il ne mit pas fin à la conversation. Raphaël hocha légèrement la tête, sachant qu'il avait touché une corde sensible. « Tu t'appelles Maurice, n'est-ce pas » il a demandé à nouveau. L'enfant répondit lentement, « Oui. »« Et le nom de ta mère était Abélia » Un nom, une réponse et un vent étrange soufflaient sur l'ancienne place. Raphaël murmura, « Abélia. » Ce nom me semble si familier. Le nom résonnait dans la tête de Raphaël comme un écho persistant qui ne le lâchait pas, même après avoir quitté la place principale. À cet instant, les couches poussiéreuses de la mémoire, les rapports volumineux et les réunions interminables avec les techniciens semblaient reprendre vie, l'enveloppant d'une pression sourde mais menaçante. De retour chez lui, Raphaël envoie un message privé à Anne-Bélène, « Je dois rechercher dans les archives une personne prénommée Abélia qui aurait pu travailler comme intérimaire ou sous-traitante sur un chantier à Salamanque il y a environ 3 ans. Elle vient du Sénégal. Merci. » Pas plus de 15 minutes se sont écoulées lorsque son téléphone a vibré. « Monsieur Raphaël, j'ai quelques premières informations » murmure Anne en répondant à l'appel. Il y a une femme nommée Abéane du Sénégal qui a été embauchée dans une entreprise de sous-traitance par Oran Ouvrage en septembre, il y a 3 ans. C'était un contrat temporaire non officiel et elle est décédée dans un accident du travail près du quartier d'Alédille. Raphaël retint son souffle. Elle est morte dans un accident ? Oui, selon le dossier du ministère du Travail. La cause officielle était une négligence personnelle. Elle a glissé d'un échafaudage pendant qu'elle nettoyait la nuit. Il n'y a pas eu d'enquête approfondie car aucun membre de la famille n'a déposé de plainte. Raphaël agrippa le bord de sa chaise. Anne, puis-je avoir le dossier complet sur cet accident ? Nous sommes en train de le mettre en place, mais il serait peut-être préférable que vous demandiez directement à Orandi. Ce sont les principaux entrepreneurs. Oran, c'est mon fils qui le dirige, murmura Raphaël presque pour lui-même. Le lendemain, il visite l'ancien siège de l'entreprise. Désormais, l'entreprise est dirigée par Didier, son fils unique, 40 ans, brillant, astucieux et aussi fier que peu d'autres. En entrant dans la salle, Raphaël se sentait comme un étranger dans l'empire qu'il avait autrefois bâti. Les jeunes salariés s'inclinaient poliment, mais personne ne savait qui il était, hormis la grande photo accrochée à l'extérieur de la salle de réunion, portant l'inscription « Fondateur, Raphaël Domingue ». Didier le reçut dans son bureau au 7e étage. « Papa, tu ne m'as pas dit que tu venais ?» demanda Didier avec un sourire formel, même si son ton était prudent. « Quelque chose ne va pas ?» Raphaël répond d'un ton plus sérieux, « J'ai besoin de dossiers concernant un accident survenu sur le chantier d'Alédille il y a 3 ans. Une Sénégalaise nommée Abélie Diacne. » Didier s'arrêta de taper sur son ordinateur, le regarda quelques secondes, puis s'assit. « Papa, pourquoi veux-tu rouvrir ces anciens fichiers » demanda Didier. « Parce que ce n'était peut-être pas qu'un accident, mais une injustice qui a créé la haine, » a répondu Raphaël avec fermeté. Didier fronça les sourcils, les mains toujours sur le clavier. « Papa, tout s'est réglé légalement. Il n'y a eu aucune plainte, aucun scandale, aucune médiatisation. Tout a été fermé. » Fermé pour qui ? Pour l'entreprise, ou pour l'enfant qui a perdu sa mère sans que personne ne réponde ? La voix de Raphaël devint plus forte, et il frappa légèrement la table, les yeux brûlants d'émotion. Didier soupira et se releva en se versant un verre d'eau. « Papa, tu as toujours été comme ça, émotif, idéaliste. Mais le monde ne fonctionne plus comme ça. Si tu veux vraiment le dossier,
tu devras le demander au service juridique. Ils doivent d'abord l'approuver. Raphaël serra les dents. Je le chercherai là où vous ne pourrez pas intervenir. Didier restait silencieux, son expression illisible. L'espace d'un instant, Raphaël vit dans le regard de son fils non pas une surprise, mais un avertissement. Ce soir-là, Raphaël se rend dans son ancienne maison, celle où il a vécu les premières années de sa carrière. Bien qu'il n'y résidait plus, il l'a conservée comme archive personnelle. Au sous-sol, entre des étagères couvertes de poussière, il fouilla dans des cartons de documents, des centaines de dossiers de projets, des rapports de supervision et des journaux de chantier jusqu'à ce qu'il trouve un dossier intitulé « Décembre Média Brala ». Au milieu de la pile de papier, il trouva un rapport d'incident. Le papier était jauni, mais l'écriture restait intacte. 20h13, l'incident s'est produit lorsqu'une femme de ménage a glissé du 2e étage. Il a été enregistré qu'il manquait des barrières dans la zone. Elle est décédée sur le coup. Il est recommandé d'enregistrer la cause comme une négligence personnelle pour éviter un impact négatif sur l'image du projet. Signé par Vincent Berrocco, le directeur technique du projet. Le cœur de Raphaël se serra. Vincent, son ancien associé, compagnon de dizaines de chantiers, était devenu magnate de l'immobilier après être devenu indépendant. Raphaël se souvient bien de Vincent, quelqu'un qui disait souvent que le résultat était plus important que le processus. Mais ce rapport était un crime ou une dissimulation intentionnelle. Raphaël se laissa tomber sur une chaise, les mains tremblantes. Il tenait le journal comme si chaque mot l'accusait personnellement le fondateur, le chef suprême, quelqu'un qui n'avait jamais eu connaissance de la mort injuste d'une immigrée qui faisait le ménage pour son entreprise. Le lendemain matin, Raphaël revient à la Fondation Espoir avec de profonds cernes sous les yeux à cause du manque de sommeil. Anne Béin l'a invité dans son bureau. J'ai contacté quelques personnes de l'Association de défense des droits humanitaires. On dit que les dossiers concernant Madame Abélia sont très incomplets. Aucun tuteur n'est enregistré. Le nom du père n'apparaît pas sur l'acte de naissance de Maurice, seule la mère y apparaît. Après le décès d'Abélia, l'enfant a disparu du système. Aucune institution ne l'a accueilli. Demanda Raphaël d'une voix rauque. Certains ont essayé, mais la demande a été rejetée. Sans papier, sans tuteur, sans soutien économique, personne n'a pu prendre ses responsabilités, a répondu Anne, d'un ton grave. Raphaël resserra sa prise sur la chaise. Les enfants invisibles du système sont les plus vulnérables, a-t-il déclaré, la voix remplie d'émotion. Anne hésita un instant, puis sortit un petit dossier. J'ai trouvé autre chose. Elle lui tendit une photocopie d'une demande d'emploi. D'une écriture maladroite en français, la langue maternelle d'Abélia, se trouvait un message, s'il m'arrive quelque chose, aidez mon fils Maurice, s'il vous plaît. C'est tout ce que j'ai au monde. Raphaël porta la main à sa bouche, retenant un sanglot. Ce soir-là, devant le miroir, Raphaël Domingue, celui autrefois célébré comme le champion de l'intégration communautaire, ne voyait qu'un aveugle, un homme qui avait usé du vernis de la vertu pour éviter d'affronter la vérité. Il a murmuré, je ne savais pas. Je ne l'ai pas vu. Dans son esprit, le regard de Maurice réapparut, celui d'un enfant qui ne pleurait pas, ne mendiait pas, ne demandait rien. Il observa en silence, avec fierté, avec douleur, et refusa. Raphaël prend son téléphone et rappelle Anne Béin. Anne, j'ai besoin que tu fasses quelque chose de plus pour moi. Dis-moi, qui est la société intermédiaire qui a envoyé Abélia sur le projet Orandi? Peux-tu m'aider à la retrouver? Anne resta silencieuse quelques instants. Je connais un avocat spécialisé dans les droits de l'homme. Il s'appelle Manuel Robles. Il a poursuivi plusieurs entreprises qui employaient des travailleurs sans papier. Peut-être qu'il peut nous donner un indice. Parfait. Organisez-moi un rendez-vous avec lui. Je veux le voir en personne. 2 jours plus tard, dans un petit café du quartier ouest, Raphaël était assis en face d'un homme d'âge moyen aux lunettes cerclées et au visage sévère. Je connais ce problème, dit sans détour Manuel. J'ai enquêté, mais personne ne voulait parler parce que la victime était une femme noire, sans famille. Et parce que l'homme à l'origine du projet s'appelait Vincent Berrocco. Raphaël hocha la tête. C'est le rapport signé par lui. Manuel le regarda et fronça les sourcils. Exactement ce que j'ai toujours soupçonné, des barrières de sécurité défectueuses, pas de surveillant de nuit, pas de rapport en temps opportun. Mais il a comblé toutes les failles en rejetant la faute sur la victime. Raphaël soupira profondément. Je veux faire la lumière sur cette affaire,
même s'il est trop tard. Manuel leva les yeux, son expression sérieuse. Savez-vous qui vous attaquait? Vincent est l'un des hommes les plus puissants de la région. Il a les médias, le gouvernement local et même la mairie de son côté. La voix de Raphaël se durcit. J'ai vécu près de 80 ans et c'est maintenant que je suis enfin confronté à la vérité que j'ai toujours fui. J'ai de l'argent, j'ai une réputation, mais si tout est basé sur des cadavres, je préférerais tout perdre. Manuel hocha lentement la tête. Je vais vous aider, mais nous avons besoin de plus de preuves. Les mots et un vieux rapport ne suffisent pas. Cette nuit-là, Raphaël ne dormit pas. Pour la première fois, il ouvre le compte de messagerie de son ancienne entreprise, un compte qu'il avait donné à sa secrétaire, mais auquel il avait toujours accès. Des milliers de fichiers, notifications, demandes d'autorisation. Et c'est à ce moment-là qu'il découvre une chaîne de courriels entre Vincent et un employé nommé Luis Canadas, qui était alors contremaître sur le chantier. Le contenu le glaça. Vincent, j'ai déjà signalé l'absence d'éclairage et de garde-corps. S'il y a un accident, je n'en prendrai pas la responsabilité. Tais-toi. Je m'occupe du constat. Tu veux perdre ton travail? Une série de menaces, de dissimulations et d'avertissements. Raphaël a tout imprimé. Le même après-midi, il décide de se rendre à l'improviste au bureau privé de Vincent, sans rendez-vous. Il savait que Vincent ne se cachait jamais. Il n'en avait pas besoin, car il gagnait toujours. Le bureau de Vincent se trouvait au 11e étage d'un immeuble flambant neuf, le siège de Berocco Investment. Porte en verre scintillante, sol en marbre noir et immense tableau abstrait accroché dans le hall. Une secrétaire conduisit Raphaël jusqu'à une salle de réunion privée où Vincent signait des documents en compagnie de 2 jeunes assistants. Mais c'est Raphaël Domingue, une véritable légende, s'est exclamé Vincent en riant en se levant pour accueillir à bras ouverts un vieil ami. Raphaël ne lui a pas serré la main. Il s'assit en silence et posa un dossier sur la table. Nous devons parler en privé, a-t-il déclaré. Vincent regarda ses assistants et secoua la tête. Ils sortirent aussitôt. La porte se referma et le visage de Vincent perdit toute cordialité pour la remplacer par une expression plus méfiante. De quoi s'agit-il, mon vieil ami? Raphaël ouvre le dossier et en ressort le constat d'accident, les mailles de menaces échangées entre Vincent et Louis, des photos du chantier et une copie de la lettre manuscrite d'Abeya. Tu sais parfaitement ce que c'est et tu sais pourquoi je suis là, poursuivit Raphaël d'une voix ferme. Vincent s'appuya contre le dossier de sa chaise, les bras croisés. Un sourire narquois apparut sur ses lèvres. Ah! Le passé? Un accident? Une femme de ménage, non? Je pensais qu'à ton âge, ce genre de futilité ne t'affecterait pas. Raphaël serra les dents. Une mort injuste n'est pas futile. Vincent haussa nonchalamment les épaules, comme s'il lisait un état financier. Écoute, Raphaël, dans ce métier, les gens meurent pour toutes sortes de raisons, fatigue, erreur, manque de formation, ou tout simplement parce qu'ils ne s'adaptent pas à l'environnement. Je n'ai tué personne. J'ai seulement évité que le projet soit ruiné. Rien de plus. Raphaël frappa sa paume contre la table. Son nom était Abelia. Elle est morte en travaillant pour un projet que j'avais fondé. Et toi, tu as dissimulé la vérité, intimidé tes subordonnés et contourné la loi. Vincent éclata de rire, la voix sèche. Raphaël. Tu es vraiment devenu vieux. Ton cœur s'est adouci. Que comptes-tu faire? Me poursuivre en justice? En parler à la presse? La colère de Raphaël éclata. Croyez-moi, personne ne veut évoquer le passé. Et si vous le faites, votre nom sera également traîné dans la boue. N'oubliez pas que c'est vous qui avez signé les budgets de ces paiements. Mais je ne savais pas. Cria Raphaël, la voix tremblante. Tu m'as aveuglé. Les yeux de Vincent se plissèrent. Que vous le sachiez ou non, la loi s'en fiche. L'opinion publique non plus. Il leur faut un coupable, un symbole. Et si vous parlez, vous serez considéré comme un traître à votre entreprise. Votre fils Didier ne restera pas les bras croisés. Raphaël se releva, les yeux perçants comme des couteaux. Didier fait partie du problème, mais Maurice, le fils d'Abeya, n'a plus de mère. Je lui dois la vérité. Ma réputation ne m'importe pas. Ce qui compte, c'est la justice. Le sourire de Vincent resta, méprisant, alors qu'il allumait un cigare dans une boîte en bois et exhalait lentement la fumée.
Tu devrais rentrer chez toi, Raphaël. Boire un verre, écouter de la musique classique. Ne fais pas de toi le dernier clown de ta vie. Peut-être que tu mourras d'une crise cardiaque dans quelques mois. Ne perds pas le peu de temps qu'il te reste. Raphaël a quitté le bureau, le cœur battant, mais il n'avait pas peur. Il n'avait jamais vu les choses aussi clairement. Vincent incarnait le monde qu'il avait contribué à construire, un monde qui préférait le silence pour préserver une façade. Ce soir-là, Raphaël retrouve Anne Béin dans son bureau. « Je viens d'avoir un rendez-vous avec Vincent », a-t-il déclaré. Anne leva les yeux de ses dossiers, le front plissé d'inquiétude. Qu'a-t-il dit? Il lui a pratiquement confirmé que pour lui, la mort d'un immigré n'avait pas d'importance. Une fois le dossier clos, tout était fini. Anne fit une pause. J'ai déjà entendu ce genre de commentaires, mais jamais de la part de quelqu'un qui a travaillé avec vous. Continua Raphaël, la voix pleine de détermination. Ce n'est plus seulement le passé. Vincent est un empire à part entière. Il n'a plus besoin de se cacher. Il est tellement sûr de lui qu'il m'a mis au défi de tout révéler. Anne se mordit la lèvre. Que comptez-vous faire maintenant? Raphaël a sorti une clé USB et quelques copies papier. Envoyez ceci à Manuel Robles et aux journalistes figurant sur cette liste. Il est temps de montrer au monde que la mort d'Abélia n'était pas qu'un chiffre dans un rapport financier. Anne hocha la tête, la détermination dans les yeux. Je vais m'en occuper tout de suite. Ce soir-là, Raphaël revient sur la place principale. Maurice était toujours là, mais cette fois, il ne détourna pas le regard en apercevant Raphaël. Il s'est assis à une distance raisonnable. Aujourd'hui, j'ai parlé à l'homme qui a causé la mort de ta mère, dit doucement Raphaël. Maurice n'a pas réagi immédiatement. Il n'avait pas l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, mais Raphaël oui. Un long silence s'installa entre eux. Finalement, Maurice parla, d'une voix plate. Avez-vous vu ma mère mourir? Non, dit doucement Raphaël. L'avez-vous entendu crier quand elle est tombée? Non, répondit encore Raphaël, le regret dans la voix. Alors ne dis pas que tu comprends. Raphaël soupira, sa voix plus calme désormais. Tu as raison. Je ne comprends pas, mais j'essaie. Maurice le regarda. Ses yeux ne reflétaient plus la colère mais le vide. Essayez quoi? Pensez-vous que demander pardon ramènera ma mère? Non, murmura Raphaël, je ne veux juste pas que tu deviennes quelqu'un comme moi. Quelqu'un qui se croyait bon tout en écrasant les autres sans s'en rendre compte. Tandis que Raphaël s'éloignait, Maurice restait immobile. Personne n'aurait pu deviner l'abîme de souvenirs, d'obscurité et de douleur derrière son regard vide. 2 ans plus tôt, par une nuit d'hiver tranchante comme une lame, Maurice se blottit dans un coin du poste de secours du chantier d'Alamdille, enveloppé dans un vieux manteau usé jusqu'à la corde. Sa mère, Abélia, n'était pas sortie après son service. Elle avait commencé à travailler à 18 heures, mais quelques heures plus tard, elle n'était toujours pas revenue. Les gardes ont déclaré que le site était temporairement fermé, avec seulement quelques employés à nettoyer. Maurice attendait, son espoir s'évanouissant. « Tu n'as pas ta place ici », cria une voix derrière lui. Il s'agissait de Thomas, l'agent de sécurité engagé pour surveiller les lieux. « J'attends juste ma mère, Madame Abélia », dit Maurice d'une voix tremblante. « Elle fait le ménage. Les enfants ne sont pas autorisés ici. » Continuez. « Mais ma mère, elle a promis qu'elle sortirait bientôt. » Thomas secoua la tête, impatient. « Je n'ai pas le temps pour ça. Quand ta mère aura fini, elle saura où te trouver. » Mais Abélia n'est jamais partie cette nuit-là. La mort frappa Maurice comme une tempête silencieuse. Personne ne lui a annoncé la nouvelle. Aucun acte de décès n'a été délivré. Personne n'a pris la main de cet enfant pour qui sa mère comptait tout. Il a été envoyé dans un foyer temporaire dans une banlieue nord de la ville. Là, les autres enfants le regardaient avec curiosité. Maurice ne parlait pas, ne jouait pas, ne pleurait pas. Il était assis immobile près de la fenêtre, tenant la seule photo qu'il avait de sa mère, prise à l'ancien arrêt de bus Calmore. 7 jours plus tard, Maurice a été remis aux autorités. La raison? Absence de documents valides, nationalité indéterminée, pas de tuteur légal, a déclaré une responsable des services sociaux, d'un ton froid et stéréotypé. Cet enfant n'a ni dossier médical, ni acte de naissance. Personne n'est enregistré comme responsable. Mais sa mère est décédée dans un accident du travail,
a demandé un bénévole nommé Lorenzo, la voix confuse. Nous avons fait ce que nous pouvions, mais la loi est la loi, a répondu le responsable. Maurice était assis dans la salle d'attente, les pieds touchant à peine le sol, tenant son sac à dos. Tout ce qu'il possédait était là, le vieux pull de sa mère, la photo usée et un cahier qu'elle avait utilisé pour apprendre l'espagnol. « Où veux-tu aller, Maurice » demanda Lorenzo en s'agenouillant devant lui. Maurice le regardait, les yeux secs. « Je ne sais pas, maman ne m'a rien dit. » Ainsi commencent les journées d'errance de Maurice, sans direction. De la gare au marché, du vieux stade au grand parc, il dormait partout où il y avait un banc. Il évitait les étrangers et ne parlait à personne. Un jour, un couple l'a vu assis sous la pluie et a appelé la police. Mais à l'approche des officiers, Maurice s'enfuit comme un petit animal acculé. Non pas parce qu'il les détestait, mais parce qu'il avait peur qu'ils l'emmènent, loin du seul souvenir qu'il lui restait de sa mère, la ville. Un jour, Maurice tente d'entrer dans un nouveau centre d'accueil proche de l'ancienne église. Il faisait la queue, frissonnant dans sa veste déchirée, son petit corps tremblant. Quand ce fut son tour, la gérante, Madame Christina, se pencha pour demander « Quel est votre nom » Maousdia. As-tu de la famille? Je n'ai personne. Avez-vous un document, un passeport, un certificat de votre mère? Quelque chose? Maurice secoua la tête. Christina regarda son assistante. Je ne peux pas me qualifier pour le moment. Vous devrez vous inscrire sur la liste d'attente. Maurice se retourna et s'éloigna sans un mot. Depuis ce jour, Maurice n'a plus jamais fait la queue. Thomas, l'agent de sécurité qui avait jadis renvoyé sa mère, croisa à nouveau son chemin. Il travaille désormais à Mahor, un endroit que Maurice visitait avec sa mère. Encore toi, grogna Thomas en apercevant Maurice assis près d'un lampadaire. Je te l'ai déjà dit, ce n'est pas un endroit pour les enfants des rues. Maurice resta silencieux. Thomas s'approcha et lui donna un léger coup de pied. Tu es ivre ou quoi? Je ne demande pas d'argent. Je ne vole pas. Mais tu es laid et tu fais fuir les touristes. Maurice détourna le visage, sa voix étant à peine un murmure. Je ne suis pas ici pour demander quoi que ce soit. Je n'ai tout simplement plus nulle part où aller. Thomas le regarda quelques secondes avant de s'éloigner en marmonnant dans sa barbe, petit salaud. Cette nuit-là, sous une pluie battante, Maurice se réfugie sous la verrière de la bibliothèque municipale. Un homme d'âge moyen nommé Federico, qui travaillait de nuit, lui apporta une tasse de thé chaud. « Attends, gamin. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te poser de questions. » Maurice prit la tasse, les mains légèrement tremblantes, et murmura un merci. Federico l'observa un instant puis lui demanda « As-tu quelqu'un? Des parents? Une famille? » Je n'avais que ma mère, répondit-il, sa voix à peine audible, presque un murmure. Elle est morte. Quel est ton nom? Maurice. Tes parents t'ont donné un prénom fort. Tu sais ce que ça veut dire? Il hocha la tête. Son nom, Maurice, était un nom donné au Sénégal au prophète Moïse, celui qui a guidé son peuple pour traverser la mer Rouge et échapper à l'esclavage. Maurice ne répondit pas, mais cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, il rêva de sa mère. Dans le rêve, Abéya n'était ni maigre, ni en sueur, ni couverte de poussière de construction. Elle portait une robe blanche et souriait au milieu d'un immense champ. Elle lui tendit la main et dit, « Tu étudieras, tu auras un avenir. Tu n'as besoin de la pitié de personne. » Le lendemain, il rencontre Raphaël, un vieil homme au sourire poli, au foulard élégant et au regard bienveillant. Maurice savait qu'il n'était pas mauvais, mais il ne pouvait rien accepter d'un homme comme lui, car ses mains représentaient le système qui lui enlevait sa mère. « Je n'accepterai rien de quelqu'un comme toi, » a déclaré Maurice. Mais au fond, ce qui maintenait Maurice en vie, ce n'était pas la haine, c'était l'orgueil. Il a écrit dans le carnet de sa mère, « Maman a dit, même si tu as faim, ne perds jamais ta dignité. Personne ne peut t'appeler mendiant si tu ne tends pas la main. » Chaque jour, l'enfant était assis au même endroit, non pas pour attendre de l'aide, mais pour exister, comme témoin de ce qui s'était passé, d'une mère oubliée et d'une vérité que personne ne voulait voir. Un après-midi, Federico revint, cette fois avec un livre. « La dernière fois, tu as dit que tu voulais apprendre l'espagnol, tout comme ta mère, » a déclaré Federico. « Non, » a répondu Maurice. Federico lui tendit un livre de grammaire pour débutants. « Je n'ai pas d'argent, mais j'ai des livres. » Tu es intelligent, Maurice.
Ne laisse pas le monde éteindre ton esprit. L'enfant serra le livre contre sa poitrine et murmura « Merci, monsieur ». Lorsque Raphaël revint, il s'assit à côté de lui sans rien lui lancer, juste un regard plein d'attente et une phrase « Je ne veux juste pas que tu deviennes quelqu'un comme moi ». Maurice ne répondit pas, mais quelque part dans son cœur, un murmure commençait à craquer. Le lendemain, le téléphone sonna. C'était Didier. « Avez-vous le temps ?» demanda Raphaël en essayant de garder une voix calme. « J'avais justement prévu de t'appeler, papa. »« Rendez-vous à 10 heures dans mon bureau », a répondu Didier. Au 7 de R de Aubras, le bureau du PDG au 12e étage dégageait une froideur, une efficacité et une distance impressionnantes. Raphaël était assis sur un fauteuil en cuir noir, face à Didier, l'homme élégant au costume gris, impeccable jusque dans les moindres détails. « Vous vous engagez dans une impasse », a déclaré Didier dès la porte fermée. « Et quelle est cette impasse ?» répondit Raphaël, faisant face à la vérité d'une voix basse mais tranchante. Il s'agit de ressusciter un accident terminé il y a 2 ans. Il s'agit de confronter Vincent, qui détient encore des parts dans 3 de nos projets. Et surtout, il s'agit de salir le nom de Raphaël Domain, celui que vous avez mis des années à bâtir. Raphaël a posé ses 2 mains sur sa canne, sans quitter son fils des yeux. Et vous avez choisi de vivre comme si la mort d'une femme n'avait pas d'importance, juste parce que sa mère n'était pas sur une liste, parce qu'elle était sénégalaise, parce qu'elle était femme de ménage. Didier resta silencieux un instant, puis parla à voix basse. « Papa, on ne peut pas risquer de plonger l'entreprise dans une crise médiatique juste à cause d'un incident isolé. » « Un cas isolé ?» La voix de Raphaël se brisa. « Elle a eu un fils, Didier. Un enfant qui dort désormais sur une place parce que personne n'ose l'adopter faute de papier. Et tout a commencé avec le décès que notre entreprise a contribué à couvrir. Papa, ce n'est plus toi qui gères ça. C'est désormais ma responsabilité, dit Didier d'une voix froide. Et que faites-vous de cette responsabilité ? Demanda Raphaël. Signer des rapports pour être puni ? Se connecter aux médias pour écraser un scandale ou menacer son propre père ? Didier se releva, saisissant la pointe avec force. Je te demande juste de penser à la famille. Maman n'est plus là. Nous n'avons que l'autre. Je ne veux pas que le nom de Domain soit englouti dans des plaintes absurdes. Raphaël soupira, la voix brisée. Absurde pour qui ? Pour celui qui vit abrité dans un appartement chaleureux ou pour l'enfant qui n'a eu que sa mère et qui l'a perdu aussi ? Didier ne répondit pas, mais ses yeux brûlaient de colère. Tu ne peux pas me l'interdire, Didier, dit Raphaël. Tu ne peux pas non plus me forcer à vivre 10 ans de plus avec cette culpabilité. Alors préparez-vous, répondit froidement Didier. À partir de maintenant, je ne suis plus lié par aucune de vos déclarations, et si vous emmenez l'entreprise avec vous, nous ne serons plus jamais père et fils. Ce soir-là, Raphaël rentre chez lui près du fleuve, le cœur vide. Il ôta son manteau et se dirigea lentement vers le salon, où la lumière du soleil pénétrait à travers les rideaux blancs, créant des bandes de couleurs délavées. Sur la table, il trouva une lettre à moitié écrite pour Maurice. « Tu n'as pas besoin de me pardonner, mais je veux que tu saches que les adultes ont aussi tort, et que tout le monde n'ose pas l'admettre. Je pensais que j'étais une bonne personne avant de te rencontrer. » Il posa le stylo sur la table. Sa main tremblait non pas à cause de l'âge, mais parce que le miroir de sa conscience était désormais si aiguisé que le regarder lui causait des blessures. Le lendemain matin, il est arrivé à la fondation plus tôt que d'habitude. Anne Béin préparait des reportages lorsqu'elle le vit entrer, le regard aussi profond que l'océan. « Comment vas-tu » elle a demandé. Raphaël baissa la tête. « Je n'ai pas besoin d'aller bien. J'ai juste besoin d'être suffisamment lucide pour ne pas abandonner. » Anne lui a donné un nouveau dossier. Manuel a déjà soumis la demande d'ouverture d'une enquête sur l'accident. Un mandat d'assignation pourrait être émis contre Vincent et Maurice. Nous avons contacté certaines écoles privées, mais elles nécessitent un tuteur légal ou un garant. Si vous acceptez. Tu me demandes si j'accepte ? Raphaël l'interrompit d'un ton soudain serbe. J'aurais dû l'accepter il y a 2 ans. Bien sûr que j'accepte. Cette nuit-là, Raphaël revient sur la place principale. Maurice était assis, lisant le livre de grammaire que Feiko lui avait donné. Tu étudies beaucoup. Dit doucement Raphaël. Je ne le fais pas pour toi. Je le fais pour ma mère, répondit l'enfant sans lever les yeux. Je sais et je respecte cela. L'enfant leva les yeux.
Envisagez-vous toujours d'aller voir la police? Non seulement à la police, mais aussi à la presse, aux avocats. Je dirai tout. N'as-tu pas peur, mon fils, des gens? J'ai peur, mais j'ai encore plus peur de mourir un jour sans m'excuser de la bonne manière. Maurice a cherché longtemps. Je n'ai besoin d'aucune excuse. J'ai besoin de ma mère. Raphaël baissa la tête, serrant sa main contre le rebord du banc de pierre. Tu as le droit d'être en colère, le droit de me détester, mais ne laisse pas cette colère te voler ton avenir. Pourquoi est-ce important pour toi? Parce que si tu disparais, la mort de ta mère sera véritablement enterrée. Raphaël rentre chez lui. Avant de se coucher, il ouvrit le coffre-fort, en sortit une liasse de vieux papiers, son testament, s'assit, prit une plume et commença à réécrire ligne par ligne. Moi, Raphaël Domain-Legma, reste l'air de travailler à la Fondation Espérance à la seule condition que tous les bénéfices soient affectés aux bourses, au logement et aux soins médicaux des enfants ayant perdu leurs parents dans des accidents du travail. Il se releva lentement, sans dire un mot, mais au fond, il savait que l'enfant avait compris ce qui était le plus important. Dans la salle de conférence de la Fondation Espoir, Raphaël se tenait devant un groupe de journalistes. Les lumières brillaient devant lui, mais son esprit ne pensait qu'à Maurice. Cet enfant lui avait appris que le pardon n'est pas une option facile. C'est une voie que seuls ceux qui assument leurs responsabilités peuvent emprunter. Bonsoir, je m'appelle Raphaël Domain et je suis ici aujourd'hui pour m'excuser publiquement pour ce qui s'est passé dans le passé, a commencé Raphaël. Il raconta l'histoire d'Abélia, sa mort, la complicité de la compagnie et comment lui-même avait commis l'erreur de ne pas agir plus tôt. Le prix du silence est trop élevé et je ne veux pas que Maurice ou un autre enfant ait à payer pour ce que nous avons manqué. Raphaël regardait les visages qui le regardaient dans la pièce. Il savait qu'il raconterait son histoire au public, mais il n'avait plus peur. À la fin de son discours, un journaliste s'est levé et a demandé « Pensez-vous qu'avec ces décisions vous allez tout perdre, votre héritage, votre famille, votre réputation ?» Raphaël a souri et a répondu « Non, je n'ai pas peur de perdre. Ces choses ne sont pas comparables à ce que je fais. Je laisserai un autre héritage, un héritage de vérité et de justice. » Après le discours de Raphaël, la presse a commencé à révéler les coins sombres de l'affaire qu'il avait jusqu'alors peur d'aborder. Chaque article, chaque commentaire, chaque reportage confirmait une chose. Raphaël Domain avait décidé de se confronter à la vérité, sachant même que tout pouvait s'effondrer en un instant. Mais il y avait quelque chose qu'il ne pouvait nier, le soulagement. La vérité, bien que cruelle, le rapprocha finalement plus que jamais de lui-même. Tout au long de la semaine suivante, des enquêtes officielles ont été menées. La police a commencé à travailler avec les documents fournis par Raphaël, les dossiers d'accident du travail, les courriels de menaces envoyés par Vincent et les lettres demandant la réouverture de l'enquête ont été présentés aux autorités. La presse continue de couvrir cette affaire qui devient désormais le symbole de l'injustice que Raphaël a laissé perdurer. Mais ce qui remplit le plus de fierté Raphaël, ce ne sont pas les réactions de l'entreprise ni la chute de Vincent, mais la reconnaissance silencieuse de Maurice. L'enfant ne disait pas grand-chose, mais un léger sourire à chaque rencontre suffisait à Raphaël pour savoir qu'il avait bien fait. Un jour, Raphaël reçoit un appel d'Anne Béin l'informant que Vincent a été arrêté pour son implication dans l'affaire des accidents du travail et pour avoir dissimulé des informations. Il allait devoir faire face à une épreuve, et cette fois personne ne pourrait le sauver. Tu l'as fait, Raphaël. Justice a été rendue. Vincent a été arrêté, et la peine ne sera pas inférieure à 10 ans de prison, lui parvient la voix joyeuse de Diane. Raphaël n'a pas répondu immédiatement. Il vient de regarder la photo d'Abélia accrochée au mur. Il se souvenait du jour où elle avait laissé Maurice seul au monde. Mais aujourd'hui, cet enfant se tenait debout, avec sa fierté intacte. Merci, Anne, dit Raphaël, sa voix calme mais différente. Nous avons fait ce qu'il fallait. Le lendemain, Raphaël va rendre visite à Maurice à l'école. L'enfant était dans la cour de récréation et regardait les autres enfants courir et jouer. Raphaël s'est approché et l'a appelé « Moa », dit-il en souriant. « Comment vas-tu » Maurice se tourna et hocha la tête. Il ne disait pas grand-chose, mais dans ses yeux, Raphaël voyait une joie simple, un espoir, un avenir réécrit. « Je vais bien, monsieur Raphaël. Ma mère serait fière. » Et quand Maurice souriait, ce n'était pas seulement un sourire d'enfant. C'était le sourire d'un gagnant. La leçon de cette histoire est que confronter la vérité et accepter nos erreurs est le seul chemin vers la guérison et la justice. Peu importe notre succès,
notre renommée ou notre richesse, si nous ne faisons pas face à nos erreurs, nous vivrons toujours dans l'ombre du mensonge. Cette histoire nous rappelle que le changement peut commencer par de petits actes et qu'un geste courageux peut apporter justice et espoir à ceux qui ont été oubliés. Si vous avez aimé cette histoire, nous vous invitons à lire et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à continuer de partager des histoires émouvantes presque chaque jour. Nous sommes très reconnaissants de votre soutien.